Bonjour, bienvenue et merci de votre présence à notre présentation sur la plateforme Autodesk Nouvelle Génération BIM 360. Nous allons, au cours de cette petite heure, parcourir les fonctionnalités majeures des deux produits phares de BIM 360, que sont BIM 360 Docs et BIM 360 Design, et les voir en action et tout en collaboration. Je me présente, je suis Annie Morisco, et je suis responsable des services chez RFSA et je suis accompagnée aujourd'hui de Christophe Lebac, notre spécialiste BIM 360. Bonjour, je suis Christophe Lebac, ingénieur d'application au sein de la société RFSA et je serai votre interlocuteur pour le déroulement du tutoriel pour la partie technique. Voilà, merci Christophe. Dans le scénario de démonstration, en fait, tour à tour, Christophe prendra le rôle de l'architecte, de la partie structure, de la partie coordination BIM pour une démonstration qui se veut formative et interactive. Et puisqu'on parle d'interactivité, vous disposez sur la droite, dans la fenêtre GoToWebinar, d'une case qui s'appelle Questions. Vous pouvez l'utiliser pour poser toutes vos questions et nous garderons 10 minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre et prendre en compte l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, pour commencer, je vais lui donner un petit mot sur Refesa. Nous sommes spécialisés dans les services numériques du bâtiment et comme intégrateur de solutions BIM. Nous sommes partenaires majeurs d'Autodesk depuis le début et nous soufflerons cette année nos 30 bougies. Depuis maintenant 10 ans, nous avons créé un pôle d'expertise BIM et nous avons accompagné dans le passage au BIM initialement les percusseurs, souvent des architectes à l'époque, et qui ont ouvert la voie, puis les bureaux d'études en initialisant leur processus, l'organisation et en déployant les outils logiciels, des gabarits métiers, des plugins, en formant les équipes et en ouvrant les premières plateformes de collaboration de niveau 2. Et c'est d'ailleurs le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous accompagnons en fait notre secteur aux changements qui sont apportés par le BIM, par des formations ou de l'assistance à la mise en place des logiciels de base, par exemple Revit, et de productivité, par exemple Magicat pour la partie MEP ou MEP Manager, ou bien des solutions de collaboration comme BIM Inside, et qui est notre plateforme propre et de niveau 2, et bien sûr BIM 360. On dispose de 4 agences, une à Grenoble, notre siège, d'où les montagnes, une à Paris et 2 à Lyon. De notre ADN initial, de bureau d'études mécaniques, nous avons gardé des équipes métiers qui sont fortes, à l'instar de Christophe, et toutes certifiées Autodesk, de différentes disciplines comme l'architecture, l'économie de la construction, la structure, le chauffage, la ventilation, la plomberie et l'électricité. Et en France, beaucoup sont passés entre les mains expertes des ingénieurs RFSA et ont appris à utiliser Revit, Navisworks, Dynamo ou à coordonner leurs projets en collaboration. Mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous à l'écoute et je suis ravie de vous savoir participant à ce webinaire. Voilà, alors pour faire rapidement l'agenda, une première partie qui va expliquer un peu, poser le contexte sur pourquoi la collaboration dans le BIM et pourquoi elle est nécessaire, hein, c'est une introduction. Ensuite, on passera à la présentation de BIM 360 Docs, avec qui est le socle en fait de la plateforme BIM 360 d'Autodesk, ses fonctionnalités principales et la démonstration. Puis, s'enchaînera de manière assez naturelle sur la présentation de BIM 360 Design, qui offre la possibilité de collaborer facilement et que l'on soit une petite équipe ou une grande équipe. Et enfin, la série de questions-réponses et comment aller plus loin. Donc, je vais commencer par cette introduction, en fait. Hein. La construction de bâtiments, c'est un processus complexe. Hein, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, avec d'innombrables opportunités pour qu'on ait une mauvaise communication, un manque de coordination, voire des processus déconnectés. Et puis, que ce qu'on soit de la conception initiale jusqu'au DE, de DOE, de la préconstruction à la livraison de l'ouvrage, le nombre d'intervenants, les changements de version peuvent rapidement submerger même les équipes les plus organisées et les plus structurées. Et ce qui est important de voir, c'est que aujourd'hui, dans un site de construction, il y a plus de 220 millions de travailleurs de par le monde, juste sur un chantier, qui exécutent des projets. Et puis, en partie, à cause et du fait de cette main-d'œuvre qui est nombreuse, il y a beaucoup de problèmes d'exécution. Donc, des gaspillages, de la perte, des retards qui vont affecter la livraison des ouvrages et ce, quelle que soit leur taille.
Inefficacité seule, c'est pas une nouveauté dans notre secteur, dans la construction, mais aujourd'hui, on a quelques raisons supplémentaires à cette inefficacité. Les combinés de conseils comme McGraw Hill et McKinsey montrent qu'aujourd'hui, les propriétaires de patrimoine, enfin nous et moi, considèrent que les erreurs et les omissions comme l'une des principales causes de l'incertitude dans leur projet. Et il y en a 80% qui s'attendent à devoir faire face à des coûts supplémentaires suite à des erreurs de conception ou à des oublis. Ils prévoient 3 à 5% du budget qui sont prévus en raison de la qualité de la documentation de construction. Ça, c'est McGraw-Hill qui le dit. Et McKinsey nous assure qu'il y a nos projets, en général, les projets typiques, durent plus de 20% que ce qui était prévu au niveau du temps. Donc aujourd'hui, on a des mois qui ne sont pas convaincus qu'on peut aujourd'hui supprimer les facteurs qui sont liés à l'augmentation de ces délais, des coûts. Et lorsque aujourd'hui elles s'attendent uniquement à une augmentation de coûts de 1 à 5% pour éliminer les causes d'erreurs, force est de constater que nous, en tant qu'industriels, nous sommes confrontés à des difficultés pour réduire l'impact et les chances d'erreur, d'omission dans l'exécution de nos projets. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on a encore beaucoup de processus dans nos activités quotidiennes qui utilisent le papier et voire des processus obsolètes. Et il est clair que le risque d'erreur et la perte de données, elles sont assez élevées. Et aujourd'hui, l'industrie de la construction est un petit peu à la traîne par rapport aux autres industries en termes de dépenses sur l'informatique, sur les technologies et d'investissement dans la recherche et le développement, puisque nous n'y consacrons que 1% des revenus. Et ce manque d'adoption de la technologie et de l'innovation, c'est un facteur qui fait que notre productivité au travail, dans la construction, elle ne suit pas la productivité économique globale. En fait, de toutes les grandes industries, la construction est juste devant en termes d'investissement en technologie et R&D, juste devant l'agriculture et la chasse dans cet indice McKinsey de numérisation de l'industrie. Bon, en raison de ce manque, le partage d'informations est souvent retardé, voire non réalisé. Et puis, ça fait aucun doute que les technologies de collaboration numérique et de mobilité aujourd'hui sur le terrain, elles sont en plein essor, heureusement. On a beaucoup et de plus en plus d'applications qui sont disponibles ou encore d'adoption. Et on a une prolifération d'applications qui va créer en fait de nouveaux défis, puisque lorsque la technologie est déployée, maintenant, il va falloir, entre autres, s'assurer de l'intégration de ces applications. En fait, pourtant, malgré tous ces soucis, il a quand même été estimé par McKinsey que grâce à la numérisation, et si on avait des processus qui étaient entièrement numériques, l'industrie serait en mesure d'économiser 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. C'est assez important. Bon, voilà. Si je voulais un petit peu illustrer pour nous servir de fond quelques points qui peuvent poser des questions, mais que nous avons tous vus au cours de nos projets. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui quand même 3 tendances de fond qui expliquent le besoin pour le passage à des solutions qui sont informatiques, technologiques, plus efficaces dans la livraison et dans la gestion de nos projets. Tout d'abord, il y a une urbanisation et une migration massive vers les villes qui entraîne une augmentation de la demande de développement, de construction. Et donc, en fait, on va être amené à construire, grosso modo, 1000 dans le monde, 1000 bâtiments par jour, qui correspond à 3 milliards, cette fois-ci, de dollars. Aujourd'hui, donc, du coup, on est face à des propriétaires, des MOA qui réalisent que les avantages du BIM et les économies de projets associés sont importantes pour eux, puisqu'ils vont devoir construire plus, donc dépenser plus d'argent. Donc, autant faire en sorte qu'on contrôle un petit peu mieux ces budgets. Donc, à quoi cela conduit? À plus d'obligations du BIM, donc qui est rendu de plus en plus obligatoire. En parallèle, on demande à avoir la construction de nouvelles normes qui deviennent de plus en plus complexes, et je ne parle même pas des normes qui sont propres aux bâtiments, à la sécurité, à la structure. On a vraiment des nouvelles normes qui soutiennent la maturité du BIM, comme par exemple, pas aux États-Unis, mais en Angleterre, PAS 1192, ou le National BIM Standard, et puis les nouvelles exigences ISO qui sont déployées au travers le monde.
En plus, ce qu'on peut remarquer, donc parmi les tendances, hein, donc cette urbanisation, le fait du BIM qui est rendu obligatoire, on a nos équipes par notre société qui bouge, hein, qui sont de plus en plus dispersées géographiquement. On cherche la compétence où elle se trouve et où elle est disponible. Donc pour le projet, par exemple, on va faire en sorte que l'équipe elle soit composée peut-être de membres qui sont à Lille, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, et ce qui accroît le besoin des équipes de se connecter les unes aux autres et d'accéder en temps réel aux informations. Donc, pour remettre en perspective et repositionner ce besoin de collaboration, voici les niveaux de maturité du BIM que vous connaissez certainement tous. Le niveau 2, qui est le BIM partagé collaboratif et qui fait en sorte que les différentes disciplines échangent des fichiers, des modèles, qu'elles combinent. Là, on parle vraiment sur la partie BIM et je me positionne déjà dans ce niveau où justement on intègre ces modèles. Et puis, c'est le rôle du BIM manager de produire une maquette globale qui soit consolidée. On voit bien les difficultés que cela pose pour le BIM manager, tant sur la charge de travail que sur le coût que cela génère de ce BIM manager qui doit consolider ses modèles. Les plateformes de collaboration d'échange aujourd'hui et qui imposent l'univers 2 pour le partage d'informations, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est quelle version? Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que c'est la dernière version? C'est ce que ça nous permet aujourd'hui de faire et de visualiser dans certains cas le passage. Pour arriver à essayer des solutions comme BIM Inside, où on partage les versions, on s'assure qu'on a toujours la bonne version, la dernière version qui est partagée, soit par l'architecte, soit par le corps de métier structure ou MEP. Et puis des solutions comme BIM 360, et comme nous allons le voir, qui permettent, outre de gérer ces contrôles de documents, en plus de visualiser les modèles. Pour la maturité de niveau 3 et puis tirer les bénéfices financiers du BIM, hein, outre les normes plus strictes qu'on a vues, l'intégration des modèles et le travail en collaboration en processus partagé est nécessaire. Donc aujourd'hui, ça s'applique bien à des projets en conception-réalisation, mais comme nous allons le voir, en fait, des solutions de type BIM 360 permettent aujourd'hui de donner des moyens techniques aux projets, même s'ils ne sont pas dans des contrats de type conception-réalisation et dans d'autres structures de contrats, de résoudre les problèmes de collaboration et de partage d'informations. Voilà. Alors, et c'est effectivement ce que peut nous amener BIM 360, c'est d'arriver à faire ce passage au niveau 3, donc en collaboration totale. Donc, si on regarde aujourd'hui, en résumé, où le bas blesse et ce qu'on peut attendre d'une plateforme, le principal et le premier workflow qu'on peut travailler et changer, c'est la gestion documentaire et le contrôle de version. Aujourd'hui, on peut faire un constat que vous partagerez certainement aussi, c'est qu'il y a trop de formats de fichiers différents et qu'on le retrouve de partout. Et aujourd'hui, les solutions qui sont présentes dans le marché, à l'instar par exemple de notre plateforme BIM Inside, elles fournissent peu d'intelligence sur les dossiers de conception. Donc, in fine, on se retrouve avec trop d'emails, trop de fichiers, trop de messages et à trop d'endroits. Les équipes qui sont distribuées accusent des retards dans la communication puisque l'information ne passe pas, des différentes applications et puis des périphériques qui sont différents pour accéder aux informations. On perd trop de temps à chercher les bonnes informations. Et finalement, c'est extrêmement difficile pour un chargé d'affaires, un chef de projet, de suivre l'activité et les progrès d'un projet. Donc, c'est le BIM manager qui assure cette fonction. Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui attendre d'une plateforme pour gérer et contrôler les documents de projet et qu'est-ce qu'on peut attendre de la plateforme BIM 360? C'est d'obtenir les informations au bon moment et pour les bonnes personnes. Donc, pour que chacun puisse avoir les documents qu'il a besoin, les modèles qu'il a besoin pour travailler. C'est de pouvoir travailler avec des fichiers PDF, mais aussi avec, et de façon native, des fichiers Revit et des fichiers AutoCAD, et le tout dans un seul et même système sans avoir à se connecter ou à se redéconnecter. Et puis c'est aussi la possibilité de disposer d'un environnement qui soit toujours contrôlable, auditable, avec des droits d'accès et une sécurité adéquate pour disposer, puisque c'est en fait ce qu'on va rechercher au travers du BIM, c'est cette source fiable et unique de l'information. Et ce, quelle que soit la localisation des membres du projet. Alors, par ailleurs, on a
processus important aussi, on a vu, il y a les documents, mais il y a aussi la nécessité de comprendre ce qui a changé entre les versions dans un ensemble. C'est un point important dans un projet de bâtiment, puisque on change beaucoup d'une version à une autre, et souvent, un petit changement sur un document peut avoir un grand impact lorsqu'il se produit ou lorsqu'on le détecte sur le terrain. Aujourd'hui, en fait, on a un processus qui est manuel de superposition et de comparaison visuelle des versions des plans, voire des modèles. L'information et l'intelligence, elles sont perdues en raison de la conversion à des formats PDF, puisqu'on n'utilise pas forcément le natif AutoCAD. Et on s'appuie sur des ressources qui sont dédiées, des consultants, pour signaler avec précision quel est le changement et via quelle révision. Donc en fait, on a ça dans la tête des êtres humains. Aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile de retrouver quand est-ce qu'un changement a été fait, et c'est difficile de suivre comment ce changement a été effectué et par qui. Et par qui il a été effectué. Donc, de même, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la plateforme, d'une plateforme comme BIM 360? C'est la facilité d'utilisation pour la 3D, mais aussi pour les documents et les plans 2D. On puisse manipuler de nombreux formats, les PDF certes, mais pouvoir consommer, et consommer c'est un mot important pour la plateforme BIM 360, Christophe y reviendra, qu'on puisse consommer ces fichiers AutoCAD et ces fichiers Revit en natif et sans qu'on ait à faire de conversion ou de traduction, parce que c'est plus rapide et plus facile. Qu'on puisse disposer d'une solution visuelle de comparaison par couleur pour éliminer et éviter toutes les ambiguïtés, et qu'on comprenne mieux le sens d'une modification et qu'on voit la comparaison. Et là, je crois que Christophe nous montrera cette fonction que je trouve particulièrement puissante dans BIM 360. Et enfin, qu'on puisse suivre les versions, de version en version, avec un journal d'activité à jour pour prouver qui a fait quoi et quand ça a été fait. Donc, ensuite, nos changements, et là je vais faire vite, on a besoin d'accéder à l'information au bureau, sur le chantier, sur son poste de travail, sur sa tablette, à partir de son portable. Et c'est ce qu'offre aujourd'hui la plateforme Autodesk, avec des solutions qui sont soit sur la tablette mobile, bien sûr, et aussi sur les stations de travail, ce qui nous permet aux équipes de pouvoir travailler ensemble et qu'elles soient colocalisées dans le même bureau ou pas sur le chantier. Voilà. Donc, grâce à la plateforme BIM 360, on va très rapidement, et puis surtout sur les parties qu'on va voir, BIM 360 Docs et BIM 360 Design, on va voir qu'on peut très rapidement réduire les risques de ces produits, fournir les contrôles appropriés pour la gestion des documents et maintenir toute l'intelligence en fait humaine qui est portée par l'information et qu'aujourd'hui qui se trouve à travers des personnes, qu'on la maintienne dans l'information et dans la documentation partagée. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième axe d'intervention pour nos clients qui est l'atteinte des objectifs et qui est de s'assurer qu'on livre les projets avec la plus haute qualité possible. Et puis, par exemple, qu'on puisse coordonner, qu'on puisse gérer les conflits et qu'on puisse gérer la qualité sur le terrain. Bon, ça, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'en profite pour vous annoncer qu'en fait, c'est parti de notre prochain webinaire, jeudi prochain, sur Navisworks. On évoquera légèrement BIM 360 Glue, mais sur Navisworks, qui va permettre de voir comment améliorer la qualité dans le projet et comment mieux visualiser ce qui est un débat qui baisse sur nos projets. Voilà, donc pour visualiser la structure et l'architecture de la solution BIM 360, en fait, Autodesk a réuni, et celle est sortie le 9 avril, tous ces éléments sous une seule et même marque qui s'appelle BIM 360 et qui prend en charge tout le processus de construction, de la conception jusqu'à l'exploitation. Donc la nouvelle plateforme, qui est une nouvelle plateforme, elle est pour notre secteur de la construction, est dans le cloud. C'est important. Et cette plateforme de nouvelle génération, elle supprime le besoin d'applications point à point, elle unifie les données de notre projet et elle regroupe les données, fournit de la transparence en fait à toutes les parties prenantes du projet, qu'on soit en conception, en esquisse, en APS, en APD, ou qu'on soit en pro ou en exé, même en exploitation. Et ça permet à chacun d'être plus responsable de sa phase, de sa mission,
de ses missions et d'améliorer la visibilité en temps réel tout au long du cycle de vie. Donc, la plateforme, elle est basée sur Autodesk Forge, elle est dans le cloud et il s'agit d'un environnement commun. Et là, les données du projet, elles sont partagées dans un environnement commun. Donc, que l'on soit dans les données de conception ou dans les données d'exécution du chantier, c'est la même plateforme et les données du projet sont situées au même niveau. Donc, au même niveau, dans le même environnement. On a là-dessus BIM 360 Docs qui est en charge et qui est l'ossature, on va dire, une des ossatures de la plateforme Autodesk BIM 360. Donc BIM 360 Docs, interne et partagé par toutes les phases du projet, du socle. Ensuite, on a BIM 360 Design, qui est la partie pour la collaboration, essentiellement pour permettre la collaboration, que l'on soit ou pas dans Revit, que l'on ait ou pas Revit. Et puis ensuite, pour la préconstruction, pour la coordination, les outils comme Glue, pour l'exécution, les outils comme Build, et enfin, pour l'exploitation et la livraison, les outils comme Plan et Ops, comme BIM 360 Plan et BIM 360 Ops. Donc aujourd'hui, en fait, ce sur quoi on va se concentrer, c'est la partie BIM 360 Design, qui est dédiée au BE, donc Glue pour la synthèse et BIM pour l'exé. Et on va regarder la partie BIM 360 Design et la partie commune BIM 360 Docs sur ce socle. Et juste pour faire vite, en fait, dans nos services et les services qu'on peut vous apporter, comme nous allons le voir, ce sont des services d'assistance pour vous aider dans l'administration, déjà la préparation de la plateforme Docs et de la plateforme Design pour vos projets, l'administration de cette plateforme, le support et bien sûr la formation à ces différentes plateformes. Voilà. Donc, je vais passer la main à Christophe qui va traiter en fait son projet de A à Z. Et puis voilà, je vais donner la main à Christophe. Je sais pas si tu. Merci Annie. Donc, on va passer à la partie technique afin de comprendre, je vais revenir au début, de comprendre le fonctionnement de la solution BIM 360, mais aussi de pouvoir créer son premier projet à l'aide de cette plateforme. Donc, voilà les acteurs du projet qui sont répartis un peu à travers l'Europe, entre Paris, Bruxelles, Lyon et Lille. Ça va se passer en 6 étapes. Donc, les étapes sont incarnées par les acteurs du projet et chaque étape aura quelques tâches affectées. On va commencer par la première étape, donc l'étape de l'administrateur de compte et de projet. Donc, dans cette première étape, nous avons la création du projet. Donc, il faudra vous connecter sur cette plateforme. Pour pouvoir créer votre projet, donc il faudra un nom de projet, votre type de projet, aussi le type de construction, si c'est une rénovation ou une nouvelle construction, la valeur de votre projet, mais aussi un facteur de temps qui est très important, numéro de tâche pour les entreprises qui affectent un numéro de tâche sur leur projet, ça peut être un plus, mais aussi la localisation de votre projet. Donc une fois que la création est faite, on pourra accéder aux services. Donc on va pouvoir activer tous les services qu'on a besoin pour la bonne exécution du projet. C'est via cette interface on va pouvoir activer aux besoins du projet en rentrant la société et
l'adresse mail de l'administrateur du projet. Ici, je crée ce projet à partir d'un administrateur de compte. Il faut savoir, il faut dissocier des choses différentes, l'administrateur de compte et l'administrateur de projet. Ici, sur cette page, on peut voir que j'ai deux projets actifs. Je suis en administrateur de compte. Je vais pouvoir regarder les membres qui sont affectés à mon entreprise. Je retourne dans mon projet et je rentre dans mon projet. À partir de ce moment-là, je deviens administrateur de projet. Il peut y avoir plusieurs administrateurs de projet. Comme il y a beaucoup d'interlocuteurs ou beaucoup d'entreprises différentes qui vont constituer mon projet, on pourra avoir une multitude d'administrateurs de projet. On peut dire par entreprise au moins un administrateur de projet. Ici, on voit que je vais activer tous les services. Je vais définir mon rôle et j'ai le nom de ma compagnie, donc de ma société. Donc, les membres de projet, j'ai affecté un administrateur de projet et je me suis mis en administrateur de projet. Ici, on a un panneau de contrôle de notre projet avec la localisation, la température, quelques informations qui vont venir se greffer au fur et à mesure où on ajoute de la documentation dans notre projet. On va créer des fichiers qui sont liés au lot technique. Donc, il pourra avoir autant de dossiers par rapport au lot. Ici, on va faire quelque chose d'assez simple. On aura trois lots. On aura un lot structure, MEP et architecture. Donc, dans cette étape, on va aller ajouter des membres au projet. On va d'abord affecter les techniques liées à nos dossiers précédemment faits. On y aura plusieurs types pour créer des équipes. Là, comme on est passé dans un processus où j'ai d'abord créé mes dossiers, je vais d'abord aller affecter mes dossiers par rapport aux techniques. On aurait pu aussi créer directement les techniques en tapant le nom de la technique. Maintenant, on va pouvoir ajouter tous les membres à mon projet. Donc là, c'est une étape assez redondante parce qu'il y aura beaucoup d'acteurs, mais on peut très bien importer d'un fichier Excel d'un seul coup tous les membres du projet. Donc ici, j'ai mis 3 membres. Je vais pouvoir jouer sur leurs différents gestions au service par utilisateur. Donc là, on a tous les services que j'ai activés précédemment. Donc je peux leur définir des rôles pour chaque acteur. Donc pour le moment, il y a encore des choses en anglais, mais c'est en cours de traduction. Une fois les rôles affectés aux différents membres, on va pouvoir gérer les membres d'équipe par rapport au dossier, donc par rapport au lot. Et on aura un niveau d'autorisation par utilisateur. Donc moi qui suis administrateur de projet, j'ai tous les droits. Mon second administrateur de projet a tous les droits. Mais par contre, les personnes que je viens d'ajouter, on va pouvoir gérer leur niveau d'autorisation, afficher, modifier ou partager. Donc, il faut répéter cette étape pour tous les lots. Donc après, on va pouvoir aussi créer des nouveaux projets en héritant on va dire, de la configuration de votre projet ultérieur. Ça permet de gagner du temps, surtout sur la construction des dossiers, des équipes. Et après, on pourra modifier l'affectation des membres aux différents lots techniques.
Donc ici, on a invité une personne qui va représenter l'architecte. Donc, il va recevoir une invitation sur sa boîte mail. Il va pouvoir se loguer dans BIM 360 avec les affectations qu'on lui a données. Donc, on passe à l'étape 2. L'architecte numéro 1 aura plusieurs tâches. Il va charger les projets, il va visualiser les projets et il va créer son premier module, ou le terme paquet utilisé aux États-Unis, dans les pays anglophones. Donc on revient à l'écran principal, on rentre dans la documentation management. Et de cette façon, on va pouvoir charger nos fichiers DWG, PDF. À l'avenir, on pourra visualiser aussi des documents Excel et plein d'autres formats. Word. Donc il y a deux façons de charger des projets, des fichiers. Il y a des fichiers, on va dire, de type de visualisation simple, des PDF ou des plans en 2D. On va vous montrer par la suite que c'est différent pour charger des projets Revit pour la collaboration. On ne pourra pas simplement charger de cette manière. Donc ici, on voit le traitement en cours des fichiers dans le dossier architecture. Donc on a chargé du DWG et du PDF. Une fois tout chargé, on aura un aperçu. Et on a aussi les versions. Donc là, c'est la première fois que je charge mes fichiers. En bas à droite, j'aurai V1 pour la version 1. Donc maintenant, on va charger depuis Revit dans le BIM nos projets. Donc comme on a 3 lots techniques, on aura 3 fichiers collaboratifs. Donc ici, c'est la structure. Donc on vient collaborer. On va choisir la gestion de documents de BIM 360. Et maintenant, on aura une fenêtre où on va aller choisir simplement notre projet dans le bon répertoire. Donc on est en structure. Non, structure. Et voilà, maintenant, on va rendre notre projet collaboratif pour la partie structure. Et on va répéter la même manipulation pour l'architecture et pour la partie MEP. Faites attention à pour paramétrer les publications. C'est ici, dans le paramètre de publication, qu'on va pouvoir gérer nos ensembles de vues, appelés de sets en anglais, pour la publication. Si vous ne gérez pas votre paramètre de publication, votre modèle de BIM 360 va un peu pédaler dans la semoule et il va charger en fait tout de manière bête et disciplinée, tout ce qui vous possédez dans Revit. Donc ça peut être très long. Afin de gérer la publication, on va l'orienter et on va écourter ce temps de chargement. Donc là, on peut bien voir que les modèles Revit sont chargés dans chaque lot technique. Donc, une fois qu'on rentre dans un modèle, là, on est plutôt partie design. On aura, avec nos sets qui ont été prédéfinis, des vues. Ici, donc, la vue générale 3D qui interagit un peu comme un Navisworks. On va pouvoir gérer des coupes, utiliser l'outil comparé qu'on verra en fin de la partie technique, créer des problèmes, on va pouvoir vraiment faire remonter un certain nombre d'éléments pour que toutes les parties
puisse être au courant des dernières modifications. Donc on vient dans la partie design collaboration. Donc on va pouvoir créer notre premier module ou paquet. C'est un ensemble de vues et de feuilles plus le modèle 3D. Donc via le petit plus, on va pouvoir créer notre module en tant qu'architecte numéro 1. On va pouvoir toujours sélectionner nos ensembles pour ce module. Bien sûr, le nom architecture numéro 1, on peut tout paramétrer, définir, rajouter une description. C'est très ludique, hein. La prise en main est très rapide. Donc une fois qu'on a défini nos sets, nos ensembles, on va enregistrer ce paramètre, puis on va pouvoir partager le module aux autres lots techniques afin qu'ils puissent consommer ou utiliser ce module. Donc cette notion de module, de utiliser, de consommer, c'est très important parce que ça permet d'avoir une trace que les informations ont bien été divulguées aux autres parties prenantes du projet. Donc là, on va passer en partie structure. Quand on a cliqué sur notre arborescence structure, donc si on trouve à l'étape 3, on va pouvoir utiliser le module qui a été précédemment créé dans Revit. Et après, avoir une visualisation depuis le BIM 360. Donc on voit que notre paquet n'est pas été encore utilisé car il est dans un état blanc. Et voilà, maintenant que je l'ai consommé, on peut voir notre paquet changer de couleur. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons entrer dans Revit et ouvrir en tant que structure notre modèle qui a été rendu collaboratif depuis toujours le cloud. Il n'y a aucun fichier en local. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher le lien de l'architecture qu'on a consommé. Donc, on se retrouve toujours en structure, mais on rentre dans le fichier consommé. Et là, on va pouvoir établir notre lien. Donc maintenant qu'on a consommé structure, on peut se mettre en architecture pour que vous voyez bien la différence. L'architecture n'a pas consommé la structure. Donc si on rentre dans équipe, on possède que l'architecture. C'est bien pour montrer le delta. On va repasser dans la partie structure. On rentre dans notre modèle 3D, toujours dans équipe, et on voit maintenant dans structure qu'on a bien consommé l'architecture. Donc on va pouvoir jouer sur la visibilité et aussi s'assurer que la structure correspond bien à notre modèle architecture. Mais ça pourrait être aussi la partie MEP, ça pourrait être la partie CVC, la partie fluide. Là, c'est vraiment basique pour vous montrer l'interaction des différentes techniques au sein du BIM 360. On va passer à l'étape 4. Donc, l'architecte numéro 1 va ouvrir depuis Revit le modèle architecture et rentrer vraiment dans la collaboration. Donc, à partir de cette étape, on va vraiment parler de collaboration avec l'outil BIM 360.
Donc toujours depuis Revit, on va aller ouvrir depuis le cloud notre projet architecture par l'architecte numéro 1. Vous pouvez voir, hein, les modèles en raccourci ont tout de suite un petit nuage. Hein. C'est pour vous préciser que c'est depuis le cloud. Donc on va se placer dans une vue de rez-de-chaussée. Et maintenant on switch sur l'architecte numéro 2 et on va ouvrir le même modèle que l'archi 1 a ouvert. Donc toujours ouvrir depuis BIM 360. Donc l'architecte numéro 1 a été invité que à 2 projets, donc c'est pour ça qu'on voit que 2 projets. Sur la session précédemment, on avait une multitude de projets. Et on va travailler à partir de ce moment-là en mode collaboratif, mais via l'outil BIM 360, via le cloud. C'est exactement pareil pour les gens qui ont l'habitude de travailler en mode collaboratif sur un serveur. Ça sera exactement le même fonctionnement. On va pouvoir voir si on est propriétaire ou pas de l'objet. On va pouvoir lui demander de lui réaliser une modification. Suite à cette modification, on aura un message qui va nous alerter. On va placer la requête pour que l'archi 1 nous donne les droits d'emprunt sur cet objet. Et une fois la modification faite, on va pouvoir, après, dans un second temps, publier notre modification. Donc c'est là où l'outil se démarque, c'est qu'on aura une trace des modifications apportées au projet. Donc, on va rentrer dans le Manage Cloud Model avec l'outil Gérer les modèles cloud et on va pouvoir publier à partir de ce moment-là notre modification. Ça prend un certain temps. C'est toujours en rapport avec vos paramètres de publication, le nombre de vues que vous voulez affecter. Donc là, on peut déjà voir un design package, qu'il y a un module qui a été publié sur notre écran de synthèse projet. Donc on revient dans le design collaboration. Et à partir de ce moment-là, on va recréer un module afin de montrer à tous les autres interlocuteurs et tous les autres lots notre modification sur la cloison. Donc on crée notre module. On va définir les sets, c'est-à-dire les ensembles, plus le modèle RVT qu'on peut voir en bas qui est de base coché. Je reviens sur la définition de module, c'est un ensemble de vues et de feuilles plus le modèle 3D. Et donc là, on va pouvoir afficher de façon simple la modification. Il y a 8 éléments modifiés. Donc, on va pouvoir partager ce paquet pour que la dernière étape, la partie structure, puisse modifier en rapport aux modifications appliquées par l'architecte. Donc,
De la même façon, on va rentrer dans notre projet, dans le BIM 360, sur la partie structure, afin de visualiser les modifications et pouvoir adapter notre structure aux besoins des architectes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça permet surtout de voir l'interaction entre les différents lots via la plateforme BIM 360. Donc, on va retourner dans notre rez-de-chaussée. Afin de modifier nos poteaux, et de publier cette modification afin que toutes les parties prenantes du dossier récupèrent cette information. Donc voilà, nous avons suivi ces 6 étapes afin de faire un peu le tour des fonctionnalités principales de BIM 360, Docs et Design. Mais nous allons voir aussi les 2 produits que Annie précédemment a évoqués, l'outil comparé et l'outil problème, qui sont pour moi vraiment des outils qui vont se démarquer des autres systèmes de cloud. L'outil comparé, on peut très bien comparer sur des modèles 2D, que ce soit du DWG ou du PDF, mais de la même manière pour aussi faire remonter des problèmes. On peut faire remonter des problèmes sur une maquette 3D, mais aussi sur des fichiers 2D, 2WG ou PDF. Donc voici cette fonction qui permet de comparer. On aura une version bleue de tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, qui va changer à travers les versions. Et sur le mode 3D, on va se mettre sur une vue générale. On aura un outil de comparaison entre 2 versions. Donc on va pouvoir aller choisir nos versions afin d'avoir un résumé, des choses ajoutées, des choses supprimées, des choses modifiées. Donc ici, on n'a que 5 choses parce qu'on est sur d'une version d'écart. Si on peut remonter pour aller sur 2 ou 3 versions d'écart, toujours en sélectionnant la même vue, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y aura plus de choses. Des choses ajoutées, des choses supprimées. On va avoir les lots. On va pouvoir geler sur des lots plomberie, sur des lots architecture, afin de simplifier, parce que selon les modifications, ça peut être vraiment, bon, ici on n'a que 7 vraiment choses différentes, mais on peut avoir beaucoup plus de choses à gérer. Pour la deuxième partie des problèmes, on va pouvoir identifier des problèmes, donc comme je l'ai dit précédemment, dans un fichier 2D ou dans un fichier 3D, on va pouvoir localiser ce problème à l'aide d'un marqueur. La couleur de ce marqueur va pouvoir avoir différents états, et on va pouvoir affecter le problème directement au bon interlocuteur, mais aussi on va pouvoir mettre un titre et une description, et aussi avoir une deadline, ce qui est très important, afin d'anticiper les futurs problèmes sur chantier et les retards. On va pouvoir affecter une deadline à un utilisateur. Voilà, cette partie est terminée. Pour la partie technique, on va passer aux questions-réponses. Si Annie, tu peux reprendre la main. J'espère que cette vidéo vous Oui. a permis de comprendre le fonctionnement de la solution BIM 360 et aussi que vous allez pouvoir créer votre premier projet. Désolé Christophe. Décidément aujourd'hui le son c'est pas mon fort puisque donc j'ai appris donc toi on t'a bien entendu Christophe pour la présentation, mais j'ai appris qu'on a eu un problème de son sur toute la première partie du webinaire.
Donc, en fait, pour les personnes qui étaient là et qui nous ont fait signe de ça, enfin, de toute façon, on remettra l'enregistrement en fait du webinaire. Voilà. Euh, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas eu de problème. Merci, merci Laurent. Alors, je voudrais savoir, donc là-dessus, est-ce qu'on voit bien le slide sur la plateforme de BIM 360 Docs, Christophe? Comment? Est-ce que là, on voit bien mon écran? Oui, oui, on le voit. D'accord, parfait, je te remercie. Donc voilà. Merci pour ta présentation, enfin, c'était très clair de mon côté. On a quelques questions qu'on reprendra juste à la fin. Et puis pour revenir là, sur la partie résumé et récapitulative de BIM 360 Docs, puisque bon, on a rebalayé, hein, donc BIM 360 Docs, comme on l'a vu, c'est pour toutes les parties prenantes du projet, qu'on soit utilisateur non Revit, qu'on soit validateur, qu'on soit approbateur, chef de projet chargé d'affaires. En fait, tous ces gens-là, les gens qui ont besoin de collaborer et qui sont des utilisateurs potentiels de BIM 360. Donc les fonctionnalités principales du produit, l'accès au travers un navigateur internet, donc on n'a pas besoin d'une installation particulière en client lourd, un viewer, du stockage de documents, la possibilité de faire des annotations, des notifications par email, la comparaison de versions qu'on a vu, hein, voilà, importante et une belle fonctionnalité, et la visite virtuelle de maquettes. Le prix, hein, donc aujourd'hui c'est 32,50 € par utilisateur par mois, donc soit 390 € l'année, lorsqu'on est seul à collaborer. Et puis, sinon, c'est en prix liste aussi 11 € par mois par utilisateur dès qu'on a besoin de 25 accès. Il y a aussi des tarifs aussi un petit peu plus bas pour sans accès. Donc voilà, donc, le prix d'un café lorsqu'on est seul et puis le prix d'un café tous les 2 jours, donc moins de caféine lorsqu'on est plusieurs. Donc pour BIM 360 Docs. Ensuite, pour BIM 360 Design, donc je rappelle, c'est la solution pour les concepteurs qui veulent collaborer dans Revit en temps réel. Donc là, on est vraiment sur un outil qui est dédié à une certaine population dans la collaboration, donc pour la collaboration Revit. Et anciennement, sans revenir, anciennement C4R, hein, Collaboration for Revit. Donc les fonctionnalités principales, toujours pareil, accessibles, donc dans le cloud, accessible à partir d'un navigateur internet et ou d'une tablette, hein, d'un mobile, bien sûr, donc de partout, quand on veut. Un viewer, du stockage, les annotations aussi, les visites virtuelles également, et la possibilité en fait d'avoir vraiment la collaboration telle que l'a montré Christophe aujourd'hui. Le prix list, c'est 82 € par mois par utilisateur. Et puis 62 € par mois par utilisateur lorsqu'on acquiert la licence pour 25 accès. Voilà. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que la licence Docs, elle est incluse à chaque fois pour un accès avec BIM 360 Design. Voilà. Alors, pour les questions pour ma part, on peut passer aux questions-réponses. Juste un instant, voilà, que je les, voilà. On peut passer aux questions-réponses. Auparavant, enfin juste pour vous donner quelques pistes sur l'accompagnement qu'on peut réaliser pour vous. Bon, tout d'abord sur la formation prise en charge, soit dans le cadre d'Actaliance lorsqu'on est dans la partie architecte géomètre, soit dans le cadre du FAFIEC lorsqu'on est un bureau d'études, prise en charge à 100% pour la formation de collaboration et qui est dédiée justement au BIM dans le travail collaboratif dans le BIM, avec évidemment une grosse partie correspondant à BIM 360. Et puis on peut vous aider aussi sur l'administration des projets, notamment sur la création de la structure. BIM 360, la mise en place des arborescences, définition avec vous des arborescences projets pour qu'elles soient adaptées à la typologie de projet, aux acteurs et aux parties prenantes.
l'attribution des droits, de la sécurité des autorisations, la gestion de ces droits, etc., etc. Et puis le support à l'usage de la plateforme. Bon, essentiellement quand même pour l'administrateur, parce que quand on est utilisateur, bon bah une fois qu'on a eu, qu'on a vu, c'est pas très très compliqué lorsqu'on a suivi soit une formation ou bien qu'on est aidé en interne par son administrateur. Mais bon voilà. Et puis donc le support pour les utilisateurs lambda qui seraient amenés à collaborer très simplement sur la plateforme. Voilà. Alors, ensuite, sur la partie questions-réponses, j'ai une première question, et ça sera pour toi, Christophe. Avec quelle version de Revit cela fonctionne? C'est une bonne question d'ailleurs. Hein. Alors, BIM 360 est disponible à partir de Revit 2019 BIM sur 360 Docs et Design? Docs et Design. D'accord. Chez Autodesk, ils disent la version 2018.3, mais pour avoir testé, je vous conseille plutôt la version 2019. Alors peut-être il y aura une possibilité d'utiliser la 2018.3 avec un espèce de plugin qui s'appelle Desktop Connector. On vous mettra le lien. Permet de simuler des lecteurs réseau virtuels de la plateforme BIM 360. Et D'accord. aussi BIM 360 Team pour l'ancienne version. D'accord. Alors ensuite, j'ai une autre question. Alors peut-être qui est, j'utilise C4R collaboration pour Revit. Est-ce que cela fonctionne? Donc c'est une question un peu vaste. Alors oui, alors moi je vais répondre là, je vais plutôt répondre moi puisque là c'est un problème de licence. Enfin c'est un point sur ça peut être un point sur la licence. Alors oui, mais en passant et lorsqu'on a une licence C4R, on a un accès à BIM 360 Design, donc on peut travailler sur des projets qui sont dans la nouvelle génération, dans la plateforme de nouvelle génération de BIM 360 Docs et Design. Donc en ayant la licence C4R, on peut travailler avec l'accès à BIM 360 Design, on peut travailler sur des projets Revit sur BIM 360. Pendant 2 ans. Voilà. Mais comme c'est en souscription, ça marche. Est-ce que je dois posséder BIM 360 Design obligatoirement pour voir des projets? Non. Via le document management, on peut visualiser les projets. Le design va surtout être là pour faire de la collaboration depuis Revit. D'accord. Alors ensuite, j'ai une autre question qui est, est-ce qu'il est possible avec BIM 360 Docs de compiler plusieurs maquettes? Par exemple, archi plus structure et directement sur la plateforme. Là, ça sera plutôt l'outil Glue ou Navisworks via le BIM 360 pour compiler des maquettes. D'accord. Alors, comment peut-on choisir l'endroit où sont stockées les données US ou Europe? Alors ça, je prends la question. En fait, c'est un choix qu'on fait lorsqu'on acquiert la licence et puis on définit effectivement, quand on acquiert la licence, si on choisit de se mettre sur le cloud US ou sur le cloud Europe. Donc c'est initial. Aujourd'hui, on a quasiment sur le cloud Europe, quasiment toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et dans tous les cas, Autodesk cravache dur pour faire en sorte que le cloud Europe soit complètement à niveau et vraiment le pendant avec toutes les fonctionnalités qui existent sur le cloud US. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tous les acteurs du projet doivent souscrire un abonnement BIM 360 Docs? Alors, la réponse est oui pour ceux qui ont besoin d'utiliser la plateforme BIM 360 Docs. Si on n'a pas besoin de passer dans BIM 360 Docs,
on n'est pas obligé d'avoir un abonnement, enfin de souscrire, d'avoir une licence BIM 360 Docs. Alors, pour rajouter, je me permets, pour Oui, bien sûr. rajouter de l'information, à partir du moment où vous allez choisir une solution design, build ou glue, vous aurez automatiquement un accès à Docs. C'est compris dans la licence. Voilà, ben, j'ai effectivement une question à laquelle tu as répondu, qui est quand on a design, faut-il acheter Docs? Voilà. Donc, voilà. Ensuite, une autre question un peu plus tricky, en fait, enfin, qui concerne la sécurité des données et la confidentialité. Alors, eh ben, aujourd'hui, on est le 24 mai. Ça tombe bien puisque demain, c'est le jour d'entrée en vigueur. Demain, le 25 mai, c'est l'entrée en vigueur du RGPD, du règlement de la gestion des données publiques, la protection des données privées, pardon, pas publiques justement, la protection des données privées, donc le GDPR. Et donc Autodesk là-dessus a forcément à implémenter les éléments pour être conforme en fait à nos lois de protection de données privées européennes, et donc avec justement la possibilité de, de protéger ces données et de son droit de rétractation par exemple. Par ailleurs, sur la confidentialité et la sécurité, au niveau d'un projet en lui-même, le fait qu'on a les droits qui sont attribués sont assez fins, et si on veut empêcher une partie du projet à ne pas utiliser à ne pas utiliser à ne pas voir des fichiers, on peut le faire dans BIM 360. Voilà. Euh, j'ai d'autres questions. Il est 12h04. Alors, je sais qu'on a eu des problèmes de son, mais je voudrais qu'on s'en tienne. Je vais peut-être reprendre encore une ou deux questions, et puis ensuite, on répondra aux questions euh, qui sont restantes directement aux personnes au travers leur email. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut charger et comparer un fichier IFC? Alors, la fonction pour l'IFC, aussi pour les fichiers de InfraWorks, ne sont pas encore disponibles. C'est prévu que ça soit déployé, mais aujourd'hui ce n'est pas disponible. Mais je pense que dans un futur proche, oui, tous les fichiers auront une fonction comparée. Mhm. Ok. Donc, on va en rester là pour cette fois-ci. Et puis, bah, donc, encore une fois, désolé pour les problèmes de son au début. Et nous vous renverrons dans l'enregistrement le son que vous n'avez pas pu entendre, ainsi que la présentation de Christophe, parce que celle-ci a été bien partagée. Et puis, pour terminer, je vous informe en fait de la liste de nos webinaires que vous pouvez voir sur notre site, et le prochain qui aura lieu la semaine prochaine, et justement dans la suite de la collaboration, hein, la coordination cette fois-ci, et comment coordonner ces projets avec Damisworks. Donc jeudi prochain, le 31, et puis donc pour les prochains webinaires qui arrivent, la gestion des IFC tout début juin, et puis les nouveautés de Revit 2019 pour l'architecture, pour la structure et pour les métiers MEP. Et puis en septembre, un webinaire sur Magicad, bon, c'est dédié, cette fois-ci dédié aux électriciens, entre guillemets. Voilà. Donc, je vous remercie, et nous vous remercions en fait de votre présence Merci à tous. à ce webinaire. Et puis, nous vous disons à bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de l'enregistrement. Et puis aussi, s'il vous plaît, à répondre à notre petit sondage qui sera envoyé enfin, de façon à ce qu'on puisse améliorer pour la prochaine fois. Et ne nous parlez pas du son, on sait que ça c'est un axe de correction en l'occurrence. Merci à tous. Je vous souhaite bon appétit et bon après-midi. À bientôt. Au revoir.